D'ailleurs, Et la on va parler de la flottille et on va parler de Rima. Mais, spécial point en plus. En vrai, Ségolène, je l'aime pas. Politiquement, on n'est pas d'accord. Elle nous a acheté sous le bus un nombre de fois incalculable. Mais je trouve Ségolène Royal. Je trouve quand même que ça reste une qui donne le moins l'heure cassée, on va dire, au PS. Giga confuse, mais parfois basée. flottille de la liberté, parlons-en. Alors voilà, Ségolène qui parle de la flottille. Et la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée matin, midi et soir. Rima, c'est l'opération marketing de Rima Hassan. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui critiquent Hassan et de Greta Thunberg. Tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Et la flottille... MDR, comment elle lâche ça? Ah, elle est contre le fait qu'on les critique. Hein. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ça, du coup. Comme ça, on pourra en discuter. Comme ça, on pourra aussi discuter, parce que moi, genre, vraiment, hier, c'est des choses qui se passent. Bah ouais. Mais comme ça, on va pouvoir en parler et tout. Où ils en sont? C'est le lien à jour, ça? Ah, bah ils sont nulle part. Ça, c'est le live qui marche plus, je crois. 3 juin. Updated today. Ah non, vous avez raison. Ok. Putain, ils se rapprochent, hein. Ils sont proches du Caire aux dernières nouvelles. Ok. Waouh, ils se protègent un peu. Bah, j'espère. Hein. Là, c'est quand ils ont dû faire le détour pour les Libyens. Bon, on va regarder un peu ça. Du coup, elle est passée... Rima, elle a eu une interview avec Jemil. Ancien journaliste de médias. Ouais, c'était la quête secondaire. C'est vrai qu'il y a une quête secondaire. Hein. J'imagine que s'il y a une couille, on ne le saura pas de suite. Bah, ils arrêteront de communiquer. Là, je pense qu'on a des communications récentes. Ça rassure aussi. On notera que Frontex est venu chercher les 4 personnes. Alors oui, les gens, mais ça, ils y peuvent rien. Hein. C'est-à-dire qu'ils allaient faire quoi? Déjà, parce que Frontex était déjà sur place. C'est Frontex qui eux-mêmes suivaient les bateaux. Pardon, Twitch. Et surtout, bah... Ils font régner une ambiance... Faire quoi, les 4 Libyens? Ils allaient les amener à Gaza? Je sais, c'est pas eux, c'est Frontex dont je parle. Oui, mais j'ai vu, il y a eu des débats sur Twitter de dire regardez, ils les ont quand même libérés à Gaza, nanana. Ouais. C'est eux qui l'ont demandé à la flottille. En plus, ils allaient pas les emmener à Gaza, pas cool. Bah oui, ils vont peut-être se faire... Les gens... Là, on est sur un bateau qui a des risques de se faire cibler par Israël. Je pense que c'est peut-être mieux de pas les amener avec eux, quoi. Bref, du coup, moi j'avais envie un peu qu'on en parle parce qu'hier, j'ai passé la journée à stresser. Frontex, c'est des méchants aussi. L'extrême droite aime pas Frontex et la gauche non plus. MDR, personne les aime. Bah, on les aime pas trop quand même. Que je pleure d'émotion depuis qu'ils sont partis. Ah bah, les gens. Mais moi, hier, je réfléchissais et je me disais... Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde dans lequel ils arrivent à arriver à Gaza? L'extrême droite n'aime pas Frontex parce qu'ils ont l'impression qu'ils laissent passer tout le monde et l'autre ceux qu'ils trouvent qu'ils sont trop violents. Et c'est légitime. Bah oui. Oui, c'est possible. Aucune chance. Non, ils n'y arriveront pas. Mais moi, je sais pas. J'ai entendu hier Pantouf sur son stream dire « Je pense qu'il n'y a aucun monde où ils arrivent en Palestine. Aucun monde où ils les laissent passer. » Et j'avoue que depuis, je réfléchis. Oui, j'espère, c'est ça la foi. Oui, bien sûr, bah moi aussi j'espère, mais j'y avais pas pensé. En fait, je me disais que c'était possible, mais j'avais pas pensé qu'il y avait des gens qui étaient persuadés qu'il y avait aucun monde. Et en vrai, bah ça me paraît compliqué. Bah oui, moi je comprends la logique de penser ça. Je suis pas en train de critiquer la pensée de Pantouf, au contraire. Mais c'est juste, ça me fait réfléchir. Parce que dans tous les cas, je me dis, ou ils arrivent ou ils arrivent pas, ils se font reconduire ou quoi que ce soit. Non, s'ils forcent en mer, Israël n'aura aucune pitié. Ouais. C'est pas comme s'ils pouvaient tuer une eurodéputée. Oh bah, ils ont déjà tué des diplomates, donc... Jamais ils rentrent en Palestine non plus. Vu qu'on en parle, oui, c'est ça leur stratégie, non? En parler au maximum pour qu'Israël ne puisse pas attaquer en silence comme d'hab. Ah, mais alors, déclaration d'Israël hier. Je sais pas où est-ce que j'avais vu ça. Attendez. Salut YouTube! C'est juste un petit message pour te dire de penser à t'abonner, à venir nous rejoindre sur Twitch si jamais. On est en live les après-midi, normalement le mardi, jeudi, samedi, dimanche. Je sais pas comment te demander YouTube. Merci YouTube. Israël qui disait qu'ils allaient pas laisser passer, quoi. Qui disait bah faites demi-tour, sinon on vous fera faire demi-tour, et si vous voulez pas, bah on ira jusqu'à faire comme on a fait en 2010, quoi. Oui, officiellement Israël veut attaquer s'il continue. Oui, voilà, il me semblait bien que j'avais vu des déclarations qui allaient dans ce sens, mais j'arriverai pas à vous le retrouver. Commando maritime déployé. Israël, le commando est déjà prêt. Voilà. C'est pour ça que je comprends maintenant l'idée des gens qui disent c'était quoi en 2010? Alors en 2010, il y avait déjà une flottille, donc qui est pas forcément la flottille de la liberté, je sais pas, qui avait essayé de faire le chemin jusqu'à la Palestine, et il y a eu 10 morts. Parce qu'Israël a pas laissé passer. Le max qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des bateaux pour arrêter le Maldine et extradier les passagers vers leurs pays respectifs. Alors peut y avoir ça, Zénith, ou les mettre en prison en Israël. Et là, on sait ce qui peut se passer, quoi. Là, il y a Greta et Rima, donc je pense pas que ça va le couler. Bah, je pense pas non plus que ça va le couler. Je pense que le pire qui peut arriver, ouais, c'est de les emprisonner en Israël. Ce qui, en soi, n'est pas légal, hein, mais
Ouais, ils vont pas les tuer, les emprisonner, ça serait bien trop gros problème diplomatique. Je sais pas. Bon, on va regarder un peu l'interview. On va zapper l'intro et le contexte, nous ça va, on a. Et on va commencer à regarder un peu ce qu'elle a dit. Il y a un mois, un bateau dans les eaux de Chypre qui s'est pris des attaques de drones à 300 km d'Israël. Oui, comment il s'appelait? Merde, on l'avait vu en tout cas. Ils ont drop des bombes sur un bateau il y a un mois. Oui. On avait regardé cette vidéo. Et après, je me dis, il y a un monde où Israël les laisse passer aussi à leur avantage. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, ouais, ils les font jamais mourir en martyr. Bah, ils les laissent passer pour dire, mais vous voyez, on est l'armée la plus morale du monde, on laisse passer des gens pour la Palestine. Mais qu'ils laisseront plus jamais passer d'autres convois. Hein. Parce que c'est eux qui fournissent. Bah, j'y crois très peu. Bah, là, ils ont pas vraiment assez d'aide pour beaucoup de monde. Hein. C'est un truc symbolique plus qu'autre chose. Symbolique pour prouver qu'on peut pas le faire. Non, sinon d'autres vont le faire. Oui, mais les autres, s'il y a pas autant de communication, ils peuvent les buter et que ça passe inaperçu. Hein. C'est ça que vous comprenez pas. Je sais pas. On va voir. Ils laisseront jamais un pont humanitaire s'instaurer. Bah, les gens, même si eux, ils y arrivent, ils peuvent quand même bloquer les prochains, quoi. Justement, pour moi, ils vont pas prendre le risque de faire un précédent. Ouais, je sais pas. Bonjour Rima, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien aujourd'hui. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir. Alors, comme je disais dans l'introduction... Rima. Pardon. Hier, c'était une journée très mouvementée en mer, entre un second survol de drones nocturnes et des personnes exilées à la dérive. Racontez-moi en quelques mots comment vous allez, pour commencer. Bon, effectivement, le passage des drones au-dessus de notre bateau, c'est Israël, un élément qui est assez... qui tend un peu à nous épuiser puisqu'on est réveillé au milieu de la nuit et on ne peut pas ne pas se saisir en fait de l'alarme qui retentit à chaque fois qu'un drone passe. Au regard des événements, mais je pense qu'on y reviendra, au regard des événements du 2 mai dernier où la présidente Flottille de la Liberté a été attaquée par drone au milieu de la nuit. Donc on ne peut pas prendre à la légère le passage d'un drone, on est obligé de mettre en place tout le dispositif de sécurité et d'alerte à chaque fois. Ça va un peu leur truc. Alors attendez, moi je veux voir d'abord les drones nocturnes et sauvetage des migrants. Pourquoi cette mission en mer? Des risques réels face à Israël. La France muette. Menace d'Israël. 2 poids 2 mesures. La position française. Ah si, quand même, ça met le contexte. Des risques réels. Ah, vas-y, on va mettre à partir de pourquoi cette mission. Ok. Are you ready? En quelques mots, la situation, pour celles et ceux qui la découvrent, quel est l'objectif précis de la mission dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui à bord de ce navire? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette équipe? Et pourquoi par la mer? Allons-y. Alors, donc, il faut bien avoir à l'esprit que cette initiative n'est pas nouvelle. Elle existe depuis 2011. Elle est portée effectivement par cette coalition, la Flottille de la Liberté, donc, qui réunit 22 ONG et qui, depuis 2011, répète ces types de traversées pour briser le blocus qui est à Gaza, pour dénoncer le traitement qui est réservé par les autorités israéliennes à cette population gazaouie dans cette prison à ciel ouvert. Et les 4 ou 5 premières embarcation en fait. C'est plus une mission médiatique parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de vivres dans le bateau. Bah oui, c'est totalement ça, Janto. Mais c'est présenté comme tel. Hein. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient sauver la Palestine avec leurs trois packs de pâtes. Hein. Mais il y a un truc symbolique et il y a aussi un truc de prouver qu'on ne peut pas arriver en Israël ou en terre de Palestine ou à Gaza. Parce que, en tout cas, le projet Foti est top, ça fait parler, c'est l'essentiel. C'est le but. C'est aussi de montrer qu'on ne peut pas y arriver. Et que l'aide humanitaire ne passe pas, même quand c'est ça, même quand il y a une députée européenne dans le bateau, même quand... traversées ont pu aboutir. Oui, il y a déjà assez de vivres coincés par Tsahal à la frontière égyptienne, totalement. Hein. Embarcations, en fait, traversées ont pu aboutir et ils ont pu réussir à atteindre la bande de Gaza. Mais effectivement, ça fait quelques années que les régimes israéliens successifs soit interceptent, soit attaquent ces flottilles. Donc, pourquoi maintenant? Pour ma part, j'ai été sollicitée à ce moment. Je pense que si j'avais été sollicitée sur les fois précédentes, j'aurais également répondu par la positive. Et la particularité du moment, c'est ce qui rend aussi cette traversée et cette mission à la fois symbolique et concrètement politique, c'est que premièrement, elle intervient après l'attaque du précédent navire qui est parti début mai, qui a été attaqué effectivement le 2 mai par drone en eau internationale près de Malte. Et la dimension politique, c'est vraiment le contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la passivité, la complicité, l'impuissance, notamment européenne, des gouvernements européens, de l'Union européenne, à tout faire, à tout mettre en œuvre pour en finir avec l'impunité de l'État d'Israël. Nous sommes face à un génocide largement documenté et dénoncé.
dans un contexte de famine largement documenté et dénoncé. Ça fait maintenant L'ONG parle de 100% de la population c'est ce que je vous disais. concernée par la famine, effectivement. Tout à fait, je le répète vraiment à chacune de mes interviews, cette référence onusienne. Ça fait maintenant plus de 2 mois que l'aide humanitaire est délibérément entravée par les autorités israéliennes. Donc cette mission, elle fait tout son sens, c'est prendre notre responsabilité de citoyens et citoyennes au-delà de nos étiquettes de politique. Il y a un médecin à bord, il y a un capitaine, il y a 2 ingénieurs, et il y a des personnes qui ont vraiment des statures, je veux dire, professionnelles et des domaines d'expertise, mais aujourd'hui, nous sommes surtout réunis en tant que citoyens qui sommes désireux et soucieux de prendre notre part au regard de ce contexte. Et l'objectif aussi, bien sûr, c'est de dénoncer le vide politique, c'est de dire, mais en fait, in fine, c'est une dizaine de citoyens qui vont risquer leur vie en embarquant sur un navire qui est un pansement en aide humanitaire. On en a conscience. Hein, tous ceux qui se moquent de nous. Voilà, tous ceux qui se moquent de nous en disant, mais vous n'allez pas sauver la bande de Gaza avec votre petit navire. On en a conscience, hein, on n'est pas dupes. Hein, je veux dire, on est tous parfaitement au fait de la situation dans la bande de Gaza, mais nous faisons notre... Oui, voilà, c'est ce que disait Fifienzo, c'est plus symbolique qu'autre chose. Elle est tellement basée, JPP. Bah oui, mais c'est le but, hein. Le but, c'est une expédition symbolique, c'est pas une expédition de... Ils sont au courant qu'ils vont pas sauver la Palestine, je vous rassure. Notre part, et cette symbolique, effectivement, a la vocation à dénoncer le vide laissé par nos dirigeants. Et pourquoi autant de risques pris finalement? Est-ce que c'est le prix à payer, j'allais dire, même si là ce sont que des risques, même si ces risques existent, vous l'avez rappelé, ce bateau le 2 mai qui a été attaqué, en 2010 il y a eu même des personnes tuées en mer, enfin il y a quand même, le risque est réel et concret. Pourquoi prendre autant de risques aujourd'hui? Est-ce que sans mauvais jeu de mots, vous cherchez directement à contraindre la France, par exemple, à se mouiller en vous mettant vous-même dans cette position-là en tant qu'élu? Mais... Oui, mais moi je pense que oui, au bout d'un moment. Il va falloir forcer la France à arrêter de faire son nini, faire son en même temps. En même temps, on va peut-être reconnaître la Palestine et en même temps, on continue d'envoyer des armes à Israël. Non, on n'envoie pas des armes, on envoie de quoi faire des armes. 10 morts sur la dernière expédition, bah ouais. Pas que symbolique, s'ils arrivent à établir un corridor safe, ça aura vraiment un impact. Je vois pas trop, mais bon, bah bien sûr. T'as parlé des derniers articles de Disclose? Non, mais je crois qu'ils vont en parler. Si vous voulez, cette manière de voir les choses, elle pourrait être compréhensible si nous faisions quelque chose d'illégal. Là, je pourrais comprendre. Ouais. C'est-à-dire que si on faisait quelque chose d'illégal, on pourrait nous dire, vous voyez, quand même, vous y allez un peu en provoque et en plus, vous vous mettez à risque et donc là, vous mettez tout le monde dans des situations compliquées. Mais les 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui se sont exprimés sur le sujet, qui ont demandé et exigé à différentes autorités des différents États, pays concernés, d'assurer un passage sûr pour la flottille, ont rappelé 2 éléments extrêmement importants. Premièrement, en matière de droit, hein, ils ont premièrement rappelé que la population gazaoui est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris dans un contexte d'occupation, et a rappelé que Israël... 100% de la population en proie à la famine. Genre, vous avez déjà eu faim? Bah dites-vous, c'est pire. Et c'est depuis 2 ans. Je sais que c'est con dit comme ça, hein, parce qu'ils n'ont pas juste faim, c'est pas ça la famine. Mais vous avez déjà eu faim, genre faim au point d'avoir mal au ventre. Faim, ouais, mais je sais que c'est pas ça la famine, hein, les gens, mais je sais pas, j'arrive même pas à imaginer quoi. Occuper le territoire et contrôler justement les pas eaux tout le temps pendant 2 ans, internationales de Gaza de manière totalement illégale, et donc à rappeler que même dans ce contexte d'occupation, la population gazaoui est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire par voie maritime. Deuxièmement, ces 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont rappelé également que Israël ne peut pas attaquer ou intercepter la flottille en eau internationale et que la flottille en question était en parfaite légalité en circulant dans les eaux internationales conformément au droit international, au droit maritime. Donc nous sommes dans aucun des cas de figure, ni dans notre trajectoire. En fait, c'est tellement précis que Israël... Non, que... Attendez, il y a un message qui m'a choqué dans le chat. Je sais pas si on en a parlé, mais pourquoi elle n'est pas allée sur place plus tôt? Aucun sous-entendu, hein, je suis en full soutien à Rima. Bah, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas pensé plutôt. Et que d'un coup, ils ont eu l'idée, le temps que ça se mette en place. En fait, c'est genre... Les idées, tu les as quand tu les as, quoi. D'un moment, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Elle y allait plus tôt, c'est pas son premier voyage. Elle a jamais pu aller en Palestine. C'est pas son premier voyage? Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça s'organise, quoi. L'objectif final, qui est celui d'arriver dans la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire, enfin, je veux dire, c'est un peu facile de nous dire que nous mettons
Peut-être se dire, peut-être que je vais mourir, ça se réfléchit. Non, mais après, la question avait l'air de bon augure. Peut-être qu'ils se posent vraiment la question aussi. Les gens, on essaye d'être dans le bon soupçon. Tel ou tel gouvernement en difficulté, alors que nous sommes précisément dans la défense du droit qui doit s'appliquer et que nous sommes soutenus par ailleurs par des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Donc c'est plutôt à Israël de revenir à la raison et de s'assurer de respecter le droit qui s'applique et de nous laisser acheminer l'aide humanitaire sereinement, et nous repartirons sereinement dès lors que cette aide humanitaire sera acheminée. Ce que vous dites est tout à fait vrai, n'empêche que c'est pas à vous que je vais apprendre que l'État d'Israël n'est pas connu pour respecter le droit international. Oui, en fait, c'est super précis que Rima... Enfin, c'est super précis que ça soit Rima parce qu'elle peut répondre à tout. Elle connaît le droit international, elle sait ses droits. Elle peut te le justifier en droit international, sa démarche. Et ça, c'est précis. Parce qu'en vrai, ne serait-ce qu'humainement parlant, t'es là, tu dis, genre sur l'interview avec Greta Thunberg, tu dis, faut sauver les Palestiniens, les gens qui mangent pas, je vais leur apporter de la bouffe, enfin, ça me semble pas compliqué. Là, elle est en mode, j'ai le droit parce que nanani, nanana, nanani. Elle a écrit le droit international, elle a tout pour être implacable. Ben oui, je trouve ça super précis. Comme elle a dit à 5 minutes, elle n'avait simplement pas été conviée au précédent voyage. Ok. Vous le dénoncez avec justesse très souvent. Le droit international, c'est moi. Et donc là, il y a effectivement, dans ce qu'on appelle la réelle politique, il y a dans les faits des risques pris, et on comprend maintenant pourquoi, vous nous le dites très clairement ici. Et dès le départ, vous appeliez, et vous appelez toujours votre audience sur Internet à interpeller, entre autres, le président français, mais pas que. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, par exemple. Une question d'abord, pour commencer tout simplement peut-être par un oui ou par un non. Est-ce que vous êtes désormais en contact avec les autorités françaises pour assurer votre sécurité? Alors, pas direct. Intéressant. Mais effectivement. Jamie, il pose des vraies questions là. Mon cabinet qui est à Bruxelles Crise diplomatique incoming, si elle est arrêtée, je sais pas. J'y réfléchis et je me dis qu'est-ce qui se passe. En fait, je pense que même à l'Élysée, là, ça réfléchit. Hein. Même à Bercy, même tout ça, ça réfléchit de fou. Hein. Parce que s'il arrête, si la France elle dit rien, qu'est-ce que ça crée? Si la France dit quelque chose, qu'est-ce que ça crée? Jean-Noël Barrot, exactement. Les députés, quand même, son statut la protège pas. Je sais pas. Je crois qu'on n'a pas forcément de précédent d'une députée européenne, enfin dans un génocide, je sais pas. Tu sais, ils ont arrêté des gendarmes français sur le sol français. Non mais je sais les gens. Mais là on n'est pas sur la même situation. On n'est pas sur la même communication autour. Si la France dit rien, le précédent est fou. Ouais, mais si la France dit quelque chose, le précédent est fou aussi. L'Europe devra répondre. Ouais, mais est-ce qu'ils vont le faire? Moi j'ai peur aussi que genre, il y a un truc auquel je réfléchissais il y a quelques jours, c'est bon. Par contre moi c'est pas juste arrêter. Si le bateau se fait bombarder. Ça n'arrivera pas. Touchez tout le bois que vous pouvez. Si le bateau se fait bombarder, la France, elle peut s'en sortir en disant « Ah, on n'a pas de preuve que c'est Israël, on peut rien faire. RIP, reste en périma, hommage national, minute de silence si vous voulez, ouais. Mais on n'a pas de preuve que c'est Israël. On va pas prendre des mesures contre Israël si on n'a pas de preuve. Le respect du droit international et Israël, ça fait deux, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça sera critiqué, mais au final, il se passera rien. J'ai un peu peur de ça. Le Hamas, oui, ouais. Ils les laissent rentrer en Palestine. Il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure dans le chat. Ils les laissent rentrer en Palestine, ils les butent et ils disent que c'est le Hamas. Va falloir sortir dans la rue, je crois. Ouais. Mais ils diront, vous n'avez pas de preuves. Sauf si Israël revendique, parce que les couilles. Ouais, bon, Israël, c'est. Ouais, je les vois mal revendiquer quand même. Trop de pays autour, il y aurait des preuves. Il y aurait trop de preuves pour que la France monte comme ça. Les gens, ça fait 2 ans que ça nous dit qu'il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas d'immunité parlementaire en dehors de l'UE. Oui, mais elle y est en tant que députée européenne. Il revendique Armée Daesh, j'arrête. Effectivement, sollicité à la fois la présidente du Parlement européen, a également écrit au ministère des Affaires étrangères qui nous a déconseillé d'y aller. Donc ça, c'était même avant notre départ. Mais nous n'avons pas de position officielle sur notre demande, qui est pas seulement notre demande, qui est également la demande du petit rapporteur spécial des Nations Unies, à savoir d'assurer un passage sûr pour la flottille de Liberté. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une campagne hier, en réponse à la fois aux déclarations des autorités israéliennes visant à nous intercepter ou nous attaquer, et face au silence des dirigeants de pays qui sont concernés. Il y a 6 Français quand même sur 12 personnes à bord. La France doit pouvoir s'exprimer urgemment sur cette situation de manière à assurer le succès de cette mission. Et retenez comme ils ont chouiné pour les otages franco-israéliens qui parlaient pas français, mais les otages franco-israéliens parce qu'ils avaient du sang français. Non mais
On veut que les 10 otages soient libérés par le Hamas. Ouais. Si ça bute 10 Français sur un bateau, va falloir leur choper leur veste. Rainbow Warrior, allô. Alors le Rainbow... Plus compliqué le Rainbow Warrior, parce que c'est une action de la France. C'est la France qui a... Oui. En même temps, garantir la sécurité des Français et des Françaises qui sont à bord de ce navire. De mon côté, en préparant cet entretien, j'ai pu obtenir des informations de sources diplomatiques qui, en off donc, mais de sources diplomatiques, donc on peut en parler, m'ont confié, et je les cite, suivre avec attention la situation de ce voilier, donc du vôtre, du fait de la présence à son bord de 6 ressortissants français, disent-ils, et de préciser... Quoi ? Freedom Flotilla, la France se dit prête à porter assistante au Madeleine. Alors que l'équipage du Madeleine, le navire affrété par la Freedom Flotilla Coalition, composé de 22 ONG engagés contre le blocus à Gaza, la France suit avec attention la situation du voilier du fait de la présence à bord de 6 ressortissants français. Assurent les diplomates. Oui, j'ai vu ça, ok. Et d'ajouter, en cas de besoin, nous nous tenons prêts à porter assistance à nos reconnaissants. Dans quelles circonstances et de quelle manière précise, aucune réponse à cette heure. Ok. On a un peu oublié, mais Israël a littéralement organisé une opération pour voler des frégates de guerre à la France il y a quelques années, ça n'a pas eu de conséquences. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y a rarement des conséquences quand Israël fait un truc de la part des États occidentaux, notamment de la part de la France et des États-Unis. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est un peu ça qui me fait hésiter, quoi. Il y a le journaliste de Blas aussi, on l'oublie, force à lui. Bah, je crois qu'il fait partie des 6, hein. Donc bon. Ok, la France s'engage quand même à faire quelque chose, ouais. On peut en parler. C'est pas assumé politiquement. M'ont confié, et je les cite, suivre avec attention la situation de ce voilier, donc du vôtre, du fait de la présence à son bord de 6 ressortissants français, disent-ils, et de préciser, je cite toujours, en cas de besoin, nous nous tenons prêts à porter assistance à nos ressortissants français qui se trouvent à bord. Voici le message que j'ai pu recevoir de cette source diplomatique sous couvert d'anonymat. Est-ce que vous êtes désormais rassurés ? Alors c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire un truc. Ils s'engagent peut-être à juste aller chercher les cadavres. Après, ils s'engagent peut-être à juste venir les chercher et donc récupérer les gens et les ramener en France, quoi. Après, Macron voulait reconnaître la Palestine. Alors Macron voulait reconnaître la Palestine à condition que l'Algérie reconnaisse Israël et que tous les pays arabes reconnaissent Israël. Donc Macron ne reconnaîtra pas la Palestine. Je vous le dis, hein, vraiment, hein, c'est pas son but. Il a mis une condition qui est inatteignable. Et déjà, mettre une condition à ta reconnaissance d'un État qui subit un génocide, c'est que tu veux pas vraiment le reconnaître. Merci beaucoup de me l'apprendre. Et ça peut contribuer à nous rassurer. Alors, faut juste, il y a différents scénarios. Donc, tout dépend, en fait, le temps aussi que les autorités françaises peuvent mettre à réagir. Si nous sommes attaqués par drone, premièrement, il peut vraiment viser notre intégrité physique, parce qu'encore une fois, ce bateau est beaucoup plus petit que le précédent. Oui. Voilà, on n'a pas d'autres endroits où on peut se réfugier s'il y a une attaque par drone, le bateau coule. Ensuite, une attaque par drone peut cibler l'un de nous. Et on se retrouverait donc en mer. Donc, reste à savoir comment on va nous retrouver le plus rapidement possible et nous secourir. Le deuxième scénario que je voulais compléter, c'est celui de l'interception, c'est-à-dire être arrêté par les autorités israéliennes. J'arrive pas à comprendre comment les passagers du bateau arrivent à dormir la nuit. Mais déjà moi j'ai le mal de mer. Donc, vraiment, en plus un voilier, les gens, qu'est-ce que ça bouge un voilier? Vous êtes déjà monté sur un voilier? Moi non, mais ça a l'air de bouger de fou, pareil. Et en plus, dormir là-dessus. Après ça, on dirait vraiment mon matelas chez moi. Hein. Genre, un matelas, il est comme ça, avec des trous, bref. Celui de l'interception, je serais malade, ouais. Être arrêté par les autorités israéliennes. Oui, Rémi. Et être ramené sur le territoire israélien. Et là... C'est quoi la condition de Macron? Je ne savais pas et j'ai pas compris. En gros, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend tous les pays, on est à peu près... ça dépend par quel bout tu comptes, la reconnaissance de quel pays, etc. Mais on est dans les 190. La France ne les reconnaît pas tous. Et il y a plus de pays ou d'États qui reconnaissent l'existence de la Palestine que de pays ou d'États qui reconnaissent l'existence d'Israël. Il y a plein de pays encore qui veulent pas, qui disent qu'Israël n'existe pas. Enfin, comme nous, on dit que la Palestine n'existe pas, vu qu'on ne reconnaît pas l'État de Palestine. Et Macron, il a dit « Je reconnais la Palestine si tous les pays arabes reconnaissent Israël ». Parce qu'actuellement, encore aujourd'hui, par soutien à la Palestine, il y a plein de pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël. Notamment l'Arabie Saoudite, l'Algérie, etc. C'est des choses qui ne seront jamais faites. Oui, c'est un chantage permanent. Et c'est vraiment en mode... il a aussi parlé de la démilitarisation de la Palestine. Oui, et en plus, la Palestine
devrait être démilitarisé, c'est-à-dire qu'on reconnaîtrait un État, mais on nie à cet État le fait d'avoir une armée. Déjà, si tu reconnais un État, t'as pas à lui donner d'ordre, premièrement. Et c'est en mode, si tu veux vraiment le reconnaître, tu mets pas des conditions, quoi. Si vraiment ton but, c'est pour aller dans le sens de la paix, je veux reconnaître la Palestine, bah y a pas de condition. Tu reconnais la Palestine, et puis point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Algérie reconnaît pas l'Israël, bah tu reconnais pas la Palestine. Donc c'est... Bon, déjà, en plus, je vois très mal l'Algérie reconnaître Israël demain. Donc bon. Le témoignage que nous avons des personnes qui ont participé aux précédentes traversées, il y a des cas de détention de plusieurs jours. Oui, de fou, il y a ça. Certains jusqu'à une semaine, 10 jours. Là aussi, je veux dire, c'est particulièrement préoccupant de se dire que des civils qui sont en parfaite légalité dans la mission qu'ils mènent, qui sont par ailleurs, encore une fois, soutenus par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ce qui n'est pas rien, par des grandes organisations comme Amnesty International, Greenpeace et une grande partie quand même de l'opinion publique, se retrouvent en détention en Israël et puis dans des contextes d'arrestation qui peuvent être aussi très problématiques. Je veux dire, on n'a aucune garantie sur le fait que effectivement des soldats ne soient pas amenés à tirer à vous violenter, bien sûr. ou à nous violenter. Donc c'est pour ça qu'on demande. Donc voilà, l'option rien à voir, mais le montage dans l'interview. Oui, j'ai trouvé ça bizarre aussi qu'il filme son PC. Surtout qu'il n'y avait pas sa tête, il y avait juste son texte. Mais oui, donc ça veut dire que eux-mêmes envisagent la possibilité de se faire emprisonner dans les prisons israéliennes, dans les geôles israéliennes. Je sais pas s'il a dit ça sincèrement, mais moi j'y pensais, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Assurer un passage sûr, parce qu'en fait, notre ce serait horrible, hein. sécurité, elle est dans le fait d'exiger des autorités israéliennes, éventuellement s'ils veulent nous suivre ou nous surveiller, mais en tout cas juste de nous offrir une garantie. Il faut régner une ne pas nous attaquer, ne pas nous intercepter. Ah ouais, les prisons israéliennes, t'as peur. On puisse livrer cette aide humanitaire. C'est ça surtout qu'on souhaite obtenir, plutôt qu'une réaction qui serait en réponse à une attaque plausible des autorités israéliennes. Des déclarations, en tout cas, à cette heure, de la part des autorités israéliennes, il y en a, mais dans l'autre sens, hein, qui effectivement sont, selon vous et selon beaucoup de personnes, des menaces clairement établies. Alors, encore une fois, est-ce que le fait d'avoir obtenu des informations de sources diplomatiques françaises, là en off, raconte pour vous quelque chose de l'ordre peut-être de la retenue ou de la fébrilité de la part du gouvernement français vis-à-vis de Tel Aviv? Oui, bien sûr. Je pense que sur ce sujet de cette traversée, comme sur d'autres, on a pu le voir sur la question du génocide, sur la question de la coopération militaire. Netanyahou qui survole l'espace aérien français à 2 reprises. Ça a été également, on l'a vu, quand vous avez fait partie des journalistes qui ont pu confronter justement l'Élysée ou la porte-parole du Quai d'Orsay, bien sûr. Le porte-parole du Quai d'Orsay, pardon, et qui a pu... vous répondre parfois de manière assez timide quand même sur ces questions qui sont très importantes, qui sont des questions de fond, qui sont au cœur de l'actualité et ils sont au cœur aussi des engagements de la France en matière de droit international ou de convention internationale. Donc on a pu avoir effectivement affaire à cette même retenue qu'il faut continuer à dénoncer. Nous avons besoin d'une France un peu plus courageuse, nous avons besoin d'une France nous avons besoin d'une France qui soit à la hauteur des enjeux et qui nous fasse honneur en mettant le respect du droit international au cœur de sa politique et au cœur de sa diplomatie. Justement, c'est intéressant de souligner, c'est très important puisqu'il y a encore 3 jours, Jean-Noël Barrot a tweeté, vous avez sans doute vu, là je vais le lire, hein, qui aurait pu imaginer une seconde... Et qui aurait pu... Attendez, Jean-Noël Barrot il parle comme ça. Qui aurait pu imaginer une seconde que les Ukrainiens laisseraient l'envahisseur les priver de leur indépendance sans résister. Notre responsabilité, sanctionner Vladimir Poutine pour le contraindre à un cessez-le-feu, ouvrant la voie à une paix durable, conforme au droit international. Oui, voilà, qui aurait pu prédire le 2 poids 2 mesures entre la position, entre le fait que l'Ukraine ait une résistance légitime envers la Russie, et ça je ne le nie pas, et tout mon soutien à l'Ukraine bien évidemment, mais pourquoi on n'a pas la même chose? Oui, remplacer Ukraine par Palestinien, il est accusé d'antisémitisme, exactement, les Ingun. Jean-Noël, c'est le mec de la CIA. Jean-Noël, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Ah! Que les Ukrainiens laisseraient l'envahisseur les priver de leur indépendance sans résister, se demande-t-il sur Twitter. Notre responsabilité, donc à la France, sanctionner Vladimir Poutine pour le contraindre à cesser le feu. Mais pourquoi ils sont pas capables d'avoir ce discours pour la Palestine? Allô?
laisserait l'envahisseur les priver de leur indépendance sans résister. Qui aurait pu imaginer que les Palestiniens laisseraient l'envahisseur les priver de leur indépendance sans résister? Ça marche aussi, hein. Notre responsabilité, sanctionner Benjamin Netanyahou pour le contraindre à un cessez-le-feu en ouvrant la voie à une paix durable, conforme au droit international. Oui, parce que les Arabes, ils doivent pas avoir le même droit international que nous, je pense. Ils sont pas vraiment humains pour eux, donc techniquement, ouais. Parce que les Arabes. Là, à une paix durable conforme au droit international. Ouais. Oui, mais nous sommes toujours dans le... Littéralement le même des couleurs, là, avec le passeport. 2 poids 2 mesures au regard du peuple palestinien et du peuple ukrainien. Alors enfin, Emmanuel Macron a convoqué le terme de crédibilité pour la question palestinienne en disant qu'il fallait effectivement avancer sur ce sujet parce qu'on était en train de perdre en crédibilité, ce qui est effectivement vrai. Maintenant, voilà, il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent que tout ça est lié à la question coloniale. Le peuple palestinien est déshumanisé et surcontrôlé. Quand on dit que la condition pour la création et la reconnaissance d'un État palestinien, c'est le désarmer de la population palestinienne, c'est pas des conditions qu'on pose par exemple aux Ukrainiens. Donc au contraire, on estime qu'il est urgent de les soutenir militairement parce qu'ils subissent une agression. Le peuple palestinien, alors on a documenté tous les crimes qu'ils subissent, la colonisation, l'occupation, l'apartheid, maintenant le génocide. Et malgré cela, il y a de nombreux crimes de guerre. Est-ce que ça peut empirer même Et malgré ça, oui, bah si, la fin. Là, on est encore dans une posture extrêmement paternaliste, colonialiste vis-à-vis du peuple palestinien, mais qui est liée aussi à l'histoire de l'Occident. Donc la lecture que nous avons en Occident, moi j'ai pu le dire à plusieurs occasions, elle est complexe sur la question palestinienne pour 2 raisons. La première, c'est la question coloniale. La deuxième, c'est la question de la Shoah. Après, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit, hein. Mais je pense qu'il y a quand même un rapport colonial aux Ukrainiens aussi. Différent, parce qu'ils sont blancs, déjà. Hein, c'est plus un rapport raciste aux Palestiniens. Colonial et raciste. Sur les Ukrainiens, c'est juste colonial. Il y a vraiment un regard sur tout ça, de la part de certains en tout cas, qui reste au pire. Les Russes et les Ukrainiens, c'est un peu les mêmes. Oui, les Européens de l'Est, il y a un truc, bah oui, c'est les Slaves, quoi. C'est un peu en mode, oui, bon, au pire, la Russie récupère l'Ukraine, est-ce qu'il y a une différence, quoi? C'est bon, ils sont pareils. Il y a quand même un rapport là-dessus qu'il n'y a pas entre Israël et la Palestine, parce que là, il y a des Blancs et des Arabes. Et que du coup, bah, c'est pas vraiment les mêmes, eux. Eux, on peut pas les remélanger. Au pire, c'était l'URSS, bah oui. C'est raciste aussi, du coup, oui, oui. Ah, bah, je dis pas le contraire. Je dis plus c'est colonial et raciste, et l'autre c'est plus colonial, oui, et raciste, mais aussi un peu en mode on les considère, quoi. Ils sont blancs, les Israéliens. Oui, finalement, je suis revenue, moi, sur des Juifs, des Blancs. Alors, les gens, vous ne pouvez pas... Ah, d'un coup, les Juifs sont blancs maintenant. Alors, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de suprémacisme blanc et de Juifs noirs. Il y a quand même une considération raciale. Il y a quand même une considération raciale, les gens. Mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de différence entre les falafas, les fachala, les falachas, j'arrive pas à le dire, qui sont les Juifs d'Éthiopie, et les Ashkénazes. J'avoue qu'en Israël, ils ont fait une apartheid avec les Juifs d'Éthiopie, bien sûr. Bah oui. Après, si vous voulez, je préfère dire occidental. Bien évidemment, les Juifs sont racialisés, c'est un suprémacisme sioniste, si vous voulez. Alors en Israël, les Juifs arabes sont sous-considérés, en effet. Ah, bah d'un coup, vous dites Juifs arabes. C'est comme dire que les musulmans sont tous arabes. Il y a une racialisation des arabes en tant que musulmans, oui. C'est pour ça que dès que tu vois un arabe, tu te dis peut-être qu'il est musulman, lui. C'est un principe... Vraiment, la discrimination raciale s'établit sur des facteurs qui n'ont aucun sens, hein, les gens. Je suis d'accord avec vous. CF, l'assassinat d'Israéliens par un autre Israélien parce qu'ils avaient l'air arabes. Bah oui, oui, les gens. C'est malheureux. Moi aussi, je veux dire, il y a une racialisation des Juifs. On est d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas non plus de considération comme les Juifs en tant que blancs, actuellement. Enfin, les Juifs, non, les peuples israéliens. Parce qu'il y a des Juifs non blancs, vous inquiétez pas qu'ils seront butés quand même, hein. Après, les séfarades viennent d'Espagne et du Maghreb. C'est compliqué, il y a une diaspora, etc. Moi, j'aime pas l'idée de dire « Oh là là, les Juifs qui viennent de Pologne ». Oui, parce qu'ils viennent de Pologne, pourquoi? Parce qu'il y a une diaspora. Mais oui. Il y a des Juifs maghrébins qui sont allés en Israël. Oui, et il y a même des Juifs noirs qui sont les Juifs d'Éthiopie. Et spoiler alerte, s'ils veulent des allocations sociales, ils sont obligés d'être stériles. Il faut qu'ils se prennent la contraception et qu'ils s'engagent à pas faire d'enfants. Parce qu'ils sont noirs et qu'on veut pas trop que les noirs ils se reproduisent. Bien sûr que si, les gens. Oui, allô. Beaucoup de tabous qui nous empêchent d'aller sur le terrain, par exemple. La dinguerie. Ah oui, oui. Non, mais en Israël, c'est en mode les femmes juives éthiopiennes. Ils ont mis énormément de temps avant d'aider les juifs éthiopiens qui subissaient totalement des crimes de guerre et vraiment des crimes inhumains en Éthiopie. Et quand ils ont mis énormément de temps à leur ouvrir les portes pour aller en Israël, alors que tous les juifs sont censés être chez eux en Israël, pour eux, ils les ont laissés venir et à ce moment-là, ils ont fait en sorte que les femmes se prennent la contraception de force, enfin, prennent la contraception pour toucher des aides financières. Sachant qu'ils n'avaient pas de travail, qu'ils étaient un peu obligés s'ils voulaient survivre, parce qu'ils venaient d'arriver. Du sionisme comme idéologie politique,
qui crée énormément de tensions et de tabous. Et ces deux questions qui sont profondément liées à l'histoire de l'Occident et qui sont à l'origine de la création de l'État d'Israël, la colonisation de la région par les Français et les Britanniques, le passé colonial de la France et le tabou qu'il y a autour de ce passé. Je veux dire, c'est quand même compliqué de demander à la France de reconnaître qu'il y a un génocide de manière assez rapide au moment où il se passe en Palestine, quand on sait qu'elle-même elle a du mal à reconnaître tous les crimes coloniaux qu'elle a pu commettre en Algérie, par exemple. Donc voilà, pour moi, la question coloniale et la question de la Shoah, notamment la mémoire de la Shoah, sont les deux éléments qui complexifient la manière dont le sujet palestinien est traité et compris depuis le regard et les postures de l'Occident. Et alors, toujours en off, c'est même une source diplomatique, m'ont rappelé la position de la France, qui, je cite là, appelle Israël à permettre un acheminement immédiat, massif et sans entrave à l'aide humanitaire à Gaza. Du coup, c'est une question que je peux vous poser. Est-ce que cette position... c'est bien, hein, la France, on est trop fort pour demander des trucs et s'en foutent si c'est pas fait. Oui, Israël, s'il vous plaît. Non mais il va falloir laisser passer. On vous appelle à laisser passer l'aide humanitaire. Bah après, ils le font pas, il faut ce qu'ils veulent. Hein. Et on appelle. Petit appel, les amis. Celle de la France pour vous, Rima Hassan, n'est pas à la hauteur du moment, ou alors elle l'est. Enfin, comment vous la jugez? Alors, elle est importante parce qu'effectivement, il y a une résolution parlementaire. Il y a un contexte de famine, vous l'avez très bien dit, qui est rappelé par les Nations Unies. Mais j'insiste, moi, sur un élément qui est très important et qui peut être très dangereux, c'est le fait de réduire le peuple palestinien à un sujet humanitaire. Et on le voit dans la rhétorique qui est utilisée notamment par le gouvernement et par une bonne partie de la classe politique. Le Palestinien, ce qu'on demande pour lui, c'est l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il est vraiment réduit à un sujet humanitaire. Oui. La revendication ou l'action politique première pour les Palestiniens, c'est l'acheminement de l'aide humanitaire et l'assistance humanitaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça tend à invisibiliser et taire toutes les responsabilités politiques qui vont dans le sens de la quête politique, qui est la première quête en réalité du peuple palestinien, qui est la raison première de leur lutte et de leur résistance depuis des décennies, pas seulement contre l'État d'Israël, mais également contre l'Empire britannique bien avant. Donc la résistance palestinienne, je veux dire, elle a plus de 100 ans, quoi. Donc il faut faire très attention à ne pas rentrer justement dans cette rhétorique qui consiste à simplement se saisir ou à surinvestir la question humanitaire dans la communication politique et à totalement mettre de côté tout l'engagement politique qui doit aller avec cette question humanitaire, c'est-à-dire la reconnaissance des droits du peuple palestinien, le droit à l'autodétermination, la reconnaissance de l'État palestinien, mais aussi et surtout les sanctions contre Israël. Ce qui va changer la donne, c'est reconnaître les droits du peuple palestinien et surtout les garantir, enfin les protéger effectivement, pas seulement dire le peuple palestinien a le droit de vivre, il a le droit d'avoir son État, il a le droit d'avoir son indépendance. La question qui se pose à nous aujourd'hui face à un génocide, c'est que faisons-nous pour garantir la survie de ce peuple et sur un territoire donné. Sauver les Palestiniens. Donc, la question des sanctions, elle va de pair. Sauver les Palestiniens, c'est pas juste une opération Resto du Cœur. Bah oui, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop le discours de oh là là, les autres États arabes ne veulent pas les accueillir et les aider. Bon, aider les Palestiniens, c'est pas juste leur ouvrir les portes en fait. Faut dire qu'ils mangent, faut avancer par étapes. Mais en fait, les étapes, c'est eux qui les décident en fait, c'est pas toi qui les décides. Si eux, leur étape, c'est la résistance, bah va leur apporter de la bouffe. Si tu veux par-dessus tout qu'ils mangent, t'as pas à leur dire oui, bah, allez chez les autres manger et ensuite peut-être que vous pourrez revenir en Palestine. C'est pas comme ça. Hein. Demander l'aide humanitaire et omettre le reste sans sanctionner les actions coloniales, ça revient à accepter le fait établi. Ne serait-ce que ça, mais aussi le fait que la France participe à armer Israël. Genre c'est bien de dire oh là là arrêtez de les tuer, c'est pas bien, laissez rentrer la nourriture. Bah, peut-être essaye de faire en sorte de les empêcher de les tuer aussi. Genre tu fais partie du processus avec lequel ils construisent leurs armes. L'aide humanitaire c'est comme les antidépresseurs, ça soigne rien dans le fond. Pas sûr de la comparaison, pas sûr mais je vois ce que tu veux dire. Ça leur donne un vrai état, ils pourront manger tranquille, vous en faites pas, c'est ça. Avec la question de la reconnaissance. Oui, soyez pas des colons. Sur ça, donc on fasse extrêmement attention à ne pas les dissocier et à s'assurer que nos responsables politiques les pleinement intégrés. L'État d'Israël est aujourd'hui un État à mettre au banc de la communauté internationale. C'est le seul moyen de le ramener à la raison, comme ça a pu être fait avec le régime sud-africain. Je veux dire, il y a un moment où nous sommes dans une impasse, nous avons un interlocuteur qui n'est pas fiable politiquement, sur lequel nous ne pouvons pas compter en matière de respect des droits humains, qui ne respecte pas ses engagements, qui est dans une guerre qui est à la dérive, puisqu'on ne comprend plus, personne ne comprend les objectifs de guerre de Netanyahou, et qui donne lieu à un génocide. Donc nous devons aller sur le terrain des sanctions et s'assurer qu'effectivement les paroles de ces représentants politiques ne
se cantonne pas à la question humanitaire. Et justement, le mois dernier, pour un reportage pour l'Humanité, j'ai cherché à savoir si, là, vu que vous parliez à l'instant de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, qui est possiblement annoncée pour juin, c'est la promesse du président, on pourra l'aborder plus en détail si vous voulez juste après, mais j'avais à cette époque-là, du coup le mois dernier, posé la question à M. Lemoine, le porte-parole du Quai d'Orsay, pour lui demander pourquoi il n'y avait pas de sanctions françaises contre Israël, à l'instar de celles contre la Russie, bien sûr, Oui. et il m'a répondu à ce moment-là que la France ne peut pas faire des sanctions seule, et que ça doit être fait au niveau européen. Alors vous qui êtes députée européenne, et d'ailleurs qui vous plaignez encore récemment d'échouer en boucle à faire passer ne serait-ce qu'un texte, est-ce que vous jugez l'Union européenne impuissante ou volontairement absente? Ah, c'est intéressant ça, parce qu'en plus ça questionne aussi, elle, son rôle de députée européenne. Je vous rappelle, j'ai vu le nombre de gens sur Twitter choper sa veste et lui dire Rima, députée européenne avec notre argent qui va en Palestine alors qu'elle devrait s'occuper des Européens. Pourquoi on a élu Rima, frérot? Pourquoi les électeurs de Rima Hassan qui ont voulu voter Rima Hassan, donc pas Rima Hassan, on a voté LFI, j'aurais voté LFI dans tous les cas, je vous rassure, mais le fait que Rima Hassan rajoutait un truc et a fait qu'il y a des gens qui sont allés voter dans le but que Rima Hassan, 7e sur la liste, puisse y aller selon le nombre de pourcentage. Désolé. Ils ont voté pour son combat au soutien palestinien. Comment elle pourrait plus respecter le vote des gens qui ont voté pour elle? Désolée, on a voté pour ça en fait. Elle est juste en train de faire ce qu'on a demandé. Volontairement absente et complice de ce qui se passe. L'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. Et effectivement, ce qui est intéressant avec le cas de la Russie et de l'Ukraine, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment un parallèle, un parallèle effectivement à faire pour pouvoir mesurer les réactions et les mesures qui ont été prises dans un cas comme dans l'autre. Et donc, pour la Russie, il a fallu quelques semaines pour que les premières grandes sanctions soient prononcées et même qu'elles soient mises en œuvre dès lors que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Pour la Palestine, nous sommes quand même à des décennies de violation du droit international. L'accord d'association est en phase de réexamen après 1 an et demi de génocide. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Et cette complicité, elle est aussi liée, encore une fois, aux 2 éléments que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la question coloniale et la question de la Shoah, parce que dans les 2 éléments, si vous voulez, l'Union européenne est pleinement impliquée. L'Union européenne, le continent européen est pleinement impliqué dans la question coloniale, et aujourd'hui, l'État d'Israël est un État colonial, c'est un régime colonial, mais c'est aussi un État colonial depuis sa création. Il n'a eu de procédés vis-à-vis du peuple palestinien que des procédés coloniaux, de nettoyage ethnique, de déplacements forcés, de massacres. Moi, j'ai voté pour GLM, très déçu du résultat, je comprends. Détention arbitraire, etc. La position de l'Union européenne vis-à-vis de cette question palestinienne l'oblige à regarder ses responsabilités historiques. Elle l'oblige à questionner ce qu'elle a fait, d'une part, aux communautés juives d'Europe, et puis ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à travers le soutien de l'État d'Israël à un peuple qui n'a absolument rien demandé et qui littéralement risque de disparaître politiquement si rien n'est fait. Donc, ce n'est pas une question de possibilité, c'est une question de volonté. Et la preuve en est, il y a eu des déclarations récemment visant à dire oui, peut-être que le terrain des sanctions doit être enfin discuté. Oui. Et c'est là où la bataille politique, la vraie bataille politique commence. Nous avions d'abord une bataille de narratif, en tout cas moi c'est mon analyse du sujet. J'ai le sentiment que depuis la campagne des européennes, et moi j'ai personnellement beaucoup porté justement cette bataille de narratif, c'est-à-dire bien articuler la question palestinienne, c'est un prérequis. Et je crois que nous avons gagné cette bataille de l'opinion, nous avons gagné cette bataille de narratif. Maintenant la bataille politique, c'est celle qui consiste à arracher des victoires à nos responsables politiques qui avancent, mais par contrainte. Quand on voit là, des petites avancées arriver politiquement sur le plan européen, je peux vous assurer qu'elles arrivent par contrainte. Elles n'arrivent pas par volonté, parce que s'il y a bien des interlocuteurs qui sont parfaitement au fait de tout ce que l'État d'Israël fait, ce sont précisément les dirigeants européens, les hauts responsables européens, la chef de la diplomatie européenne. Ouais, ils agissent par pression populaire. Donc c'est pour ça que c'est important notre pression populaire, parce qu'en vrai ils sont au courant, ils en ont rien à foutre, mais c'est juste au bout d'un moment, quand le peuple met trop la pression en mode vous êtes des cons, non Arthur, vous êtes des cons et oh attention, hein, ils commencent à y aller quoi. Ouais, ok. Calas, le président de la République française, je veux dire tous ces hauts responsables politiques sont plus au fait que vous et moi de ce que fait l'État d'Israël. Donc ils sont aujourd'hui en train d'avancer sur cette question par contrainte en raison de nos mobilisations, et en raison de cette bataille de l'opinion. On voit bien le décalage, et Ronnie Broman parle de divorce entre l'opinion et les gouvernements, ce qui est parfaitement problématique dans une démocratie. Dans une dictature, on pourrait se dire bon, y a un décalage parce que c'est un régime autoritaire. Mais dans une démocratie, dans un état de droit, nos représentants sont censés agir au nom de notre intérêt général, au nom du respect du droit international et en phase avec l'opinion publique. Là, on voit bien. En phase effectivement avec l'opinion.
Voilà, et là, il y a forcément, oui, on le voit, on le vit en étant nous-mêmes dans cette société française, vous à Bruxelles, etc. On le voit ce décalage. Et évidemment, là, vous le décrivez très bien. Mais donc, pour vous, en un mot, Attendez, du coup, je voulais voir. LFI au pouvoir, quelle action concrète? Ça m'intéresse aussi. Genre, qu'est-ce que LFI aurait pu faire? Alors, justement, votre voix. Qu'est-ce que LFI aurait pu faire à la place? Il y a beaucoup de moustiques dans ce bateau, message essentiel. Putain, ouais, ça doit être chaud, ça. Voilà, votre voix est celle qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Si Rima Hassan a été élue, peut-être que ma voix a compté et franchement ça fait du bien de croire à une politique différente. Bah bien sûr, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait heureusement qu'elle est là en fait, qu'elle a été élue. Salut Diamond. Heureusement qu'elle a été élue en vrai. Ouais, je suis d'accord. Hein. En plus, ça lui permet de faire tout ce voyage à la flottille, sur la flottille en tant que députée européenne. Je pense que Rima a une carrière présidentielle. Et En plus, oui, le président souvent s'incarne plus à l'international. Même si on a un ministre des Affaires internationales, etc., etc. Mais le président s'incarne plus, en tout cas Macron, c'est sa logique, s'incarne plus à l'international. Et en vrai, Rima présidente, bref, if I speak. Mais ah ouais, on est loin d'avoir une meuf. Hein. Agissement criminel d'Israël, qui appelle constamment à l'action des États, notamment de la France. Vous seriez aux manettes, vous, avec la France insoumise, imaginons-la au pouvoir. Qu'auraient été vos décisions, vos actions concrètes? Les actions concrètes, on se réfère encore une fois à des obligations en matière de droit international. La Convention sur la prévention du génocide, elle oblige les États, dès lors qu'il y a une reconnaissance d'un risque de génocide. Je rappelle, cette convention, elle consiste à mobiliser les États en prévention du génocide. Sinon, on n'a aucune utilité. Si le rôle de cette convention, c'est d'attendre que le génocide soit commis pour ensuite le commenter et sanctionner a posteriori, ça n'a aucun intérêt dans le sens. Enfin, le sens premier, c'est de sauver un maximum de vies, donc de prévenir des actes génocidaires qui visent à éradiquer une population pour ce qu'elle est. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'exemple de Palestine. Les responsabilités de personnes qui sont au pouvoir, encore une fois d'un régime démocratique, qui s'inscrit dans cette communauté internationale qui est faite d'engagement en matière de respect du droit international, c'est premièrement de décréter un embargo sur les armes, de faire ce que nous avons pu faire sur... Macron l'a dit, je vous coupe, mais Macron l'a dit. Ça, c'est pas... Là, avec les révélations de Disclose, on voit qu'effectivement des choses partent, ce ne sont pas tout à fait des armes. La France, à elle seule, peut déjà faire sa part, c'est-à-dire comme l'a fait l'Espagne, comme est en train de le faire d'autres pays. La France, à minima, elle peut déjà faire sa part. Je ne vois pas comment on peut aller convaincre d'autres interlocuteurs européens ou d'autres pays européens si on ne fait pas déjà sa part. Je veux dire, c'est normal qu'après on soit dans une posture qui consiste à dire mais on ne peut rien faire seul. Mais en fait, vous pourrez faire dès lors que vous montrerez l'exemple. Et la France ne peut pas d'un côté dire oui, l'Union européenne doit aller sur le terrain des sanctions quand elle-même n'engage. Surtout quand tu sais le pouvoir qu'a la France et l'hégémonie qu'a la France en tant que parole. La parole de la France dans le droit international compte quoi. Quand la France fait un truc, ça reste symbolique. C'est comme les États-Unis. Quand les États-Unis décident de reconnaître un État, je peux vous dire que les autres pays ils font alors peut-être les suivre. Aucune procédure en ce sens. Donc, d'ailleurs, on va en parler après. La première chose à faire dans un contexte de génocide, c'est un embargo sur les armes. C'est le plaidoyer qui est formulé en plus de ce que prévoient les engagements internationaux. C'est aussi le plaidoyer qui est formulé par les plus grandes ONG internationales et par les experts sur le sujet. Donc, il faut absolument un embargo sur les armes, s'assurer et travailler de manière très concrète à ce qu'il n'y ait plus de coopération, de collaboration militaire avec le régime israélien dès lors que nous savons ce qui est fait de ces armes, aujourd'hui à Gaza, mais également en Cisjordanie. Ensuite, il faut des sanctions d'ordre diplomatique et politique, ce qui a été fait par exemple avec l'Irlande. L'Irlande a fermé l'ambassade de l'État d'Israël, a sanctionné, et peut-être qu'elle reprendra des relations avec Israël dès lors que le régime serait amené à changer. Enfin, je veux dire, on a d'autres modèles dans l'histoire. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud, c'est un exemple dont on peut s'inspirer pour isoler un régime, un État qui est à la dérive en matière de violation du droit international et en termes de commission de crimes répétés à l'endroit d'une population civile. Alors, allons sur la question. Il faut arrêter de rêver, aucun arabe hormis Zemmour ne sera jamais élu en France. Mais Zemmour c'est un pied noir les gens, il est arabe menu. Dans mon entourage, elle est souvent critiquée pour tacler les filles, j'ai du mal à les comprendre, je sais pas trop quoi leur dire. Bah demande-leur déjà pourquoi il la tacle. Si c'est antisémite, tu leur dis bah prouve qu'il est antisémite s'il te plaît. Parce que si c'est juste être pro-pal c'est antisémite, au bout d'un moment on en a marre de cette rhétorique. Et en vrai, déjà que les gens aient des arguments genre... Question qui attire toute la lumière. Attendez-moi, du coup, les médias. Alors pour finir, une dernière question, pour revenir à l'action et pour boucler la boucle, vous la documentez vous-même cette action sur vos réseaux sociaux. Bien que les médias en ont pas mal abordé hier, le sujet. D'ailleurs, ce qui a fait que ça a parlé depuis hier, c'est la condamnation de votre équipe de menaces de la part des autorités israéliennes, l'histoire avec le drone, etc. Avant ça, pendant 3, 4, 5 jours, pas tellement de papier. Est-ce que vous êtes critique de la couverture médiatique de l'action menée jusqu'à maintenant ?
C'est nous. Oui, je regrette par exemple que très très peu de médias aient parlé de documents des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. C'est assez inédit qu'une action menée par une dizaine de civils soit quand même soutenue par autant de rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont été très clairs dans leurs documents. Et j'observe que très très peu de médias ont ne serait-ce que fait une synthèse de ça. Donc ça c'est extrêmement problématique. Parce qu'à la limite, qu'ils ne nous donnent pas la parole parce que voilà, ils sont peut-être pas d'accord avec ce qu'on fait ou qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'on est en train de faire. Et puis, nous faisons également face Ça a été relié au JT de la 1 ou la 2, ouais, je pense pas. un traitement médiatique qui est assez méprisant, en fait, quand on dit C'est vrai maintenant que tu le dis. qu'on est en croisière. Que vous faites le buzz. Et il y a aussi des voix qui... alors, bien sûr, vous les connaissez, c'est voilà l'ex-député Meyer Habib qui dit qui dénonce une opération de communication sans réelle utilité, ou alors faire du buzz, ou de personnaliser excessivement ce combat en vous visant vous personnellement. Mais nous sommes obligés de communiquer. Ah, je pensais qu'elle dire, après, montrer des aspects un peu du quotidien, c'est normal, parce que ça rassure aussi les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous faites ?» etc. Alors dire que en fait, nos journées, elles sont aussi banales dans le sens où on va manger, on va essayer de se laver. Donc voilà, on humanise une ambiance. Tout à fait, et je crois que c'est ça qui dérange. Elle allait dire voilà. Ça vient contrecarrer un peu le narratif qui voudrait nous présenter comme des fous ou des radicaux ou je ne sais quoi. Puis en fait, montrer que c'est monsieur et madame tout le monde en fait, qui sont à bord de ce navire. Il y a un médecin, il y a 2 ingénieurs, des gens qui sont investis dans plusieurs causes. Avec nous, un des 2 capitaines avait participé à des actions contre l'autoroute A69. Enfin, il y a Greta Thunberg qui est reconnue pour son engagement pour le climat. Et en fait, on voit bien que c'est des gens qui lient la cause palestinienne à beaucoup d'autres engagements. Et je crois que surtout c'est cette image-là que certains médias ne veulent pas qu'on montre pour pas que les gens aussi s'identifient à ce groupe en se disant mais en fait ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être enfin voilà mon cousin ou je ne sais quoi et donc voilà, et nous médiatisons sciemment aussi ce qui se passe au regard de tout ce que je dis, c'est-à-dire pour nous assurer d'avoir le soutien de l'opinion et nous assurer d'avoir une garantie d'intervention ou de sécurité en cas d'attaque ou d'interception de la part des autorités israéliennes. Ça en parle surtout dans les médias internationaux, mais pas en France. Il y a peut-être eu 8 minutes sur Inter. Bah après, je pense que ça en a parlé sur CNews, Europe 1 et tout. Ça vraiment, j'ai aucun doute. En mode, pour les tacler, pour dire c'est la croisière s'amuse, nanani. Parce qu'ils ont que ça à foutre, ils vivent en parlant des insoumis. Et Thunberg qui a pourtant échappé au PS manteau qui l'entourait. Oui, basé, Vegeta, vraiment. Mais ouais, je pense que ça on a parlé surtout pour les tacler, quoi, malheureusement. Mais ouais. Eh bien, merci beaucoup, Rima Hassan, d'avoir accepté cette invitation. Merci, désolé, j'ai peut-être été un peu long sur certaines questions, mais bon. Mais en tout cas, c'était très précis, c'était très intéressant. Et d'avoir pris le temps. Alors, c'est bien que le temps en plus est compté, vous avez des choses à faire, c'est pas ça, je vous vois tanguer en plus le bateau. Chargé, effectivement. Oui, voilà, c'est un peu chargé. On vous remercie encore. Merci beaucoup, Rima. Merci, à bientôt. Le mal de mer, j'ai déjà le mal de mer. Merci à vous d'avoir suivi cette... Parce que oui, en fait, genre, ouais, basé de A à Z. Dans les gens, c'est très précis. En plus, ça nous permet d'avoir des nouvelles. Hein. Ça nous permet aussi d'avoir des nouvelles. Moi, ça me fait du bien. Ça me rassure. La Queen qui tangue. J'ai le mal de mer pour elle, hein, les gens. Je vous jure, c'est une dinguerie. Mais ouais. C'est vrai, en plus, sur Europe 1, ça dit Rima a fait un coup de pub, c'est indécent. Bah oui, c'est les critiques qu'elle prend sur Internet. Pourquoi une députée européenne va dans l'eau? Bah, elle est palestinienne, déjà, et parce qu'elle a été élue pour ça. Et pas que pour ça, hein. Elle porte aussi tout le programme LFI, j'ai aucun doute en elle, et je voulais voter LFI et tout. Mais je vous dis, moi je suis bien contente d'avoir Rima Hassan qui représente la question palestinienne un peu mieux, un peu plus, etc. En plus là, elle va faire le tour des médias, regardez, donc elle est passée sur Al Jazeera. Elle est passée chez Thomas Guélolé, etc. Vraiment. T'inquiète, le corps s'habitue vite quand ce sera fini, c'est le mal de mer qu'elle aura. C'est le mal de terre qu'elle aura. Ah ouais, non, moi je peux pas. Hein. Monter sur un bateau, ma phobie. Hein. Sachant que leur chouchou Bardella n'est jamais au Parlement. Oui.